Voici maintenant le cours après le travail sur l'étude de cas sur le Canada. Donc, grand A, des espaces ruraux, producteurs de richesses à différentes échelles géographiques. Donc là, on travaille dans ce grand A sur la multifonctionnalité. Alors, vous avez ici la grande diversité des systèmes agricoles. Cette diversité des systèmes agricoles, donc, se divise en deux grandes parties. L'agriculture familiale et l'agriculture commerciale. Alors, sachant que, comme cela vous l'est indiqué ici, l'agriculture familiale correspond à ce qu'on va appeler traditionnellement l'agriculture vivrière. Donc, vous constatez, l'agriculture familiale, c'est dans une tonalité donc vert. Vous pouvez constater qu'il s'agit d'une grande partie de l'Afrique, de l'Asie. Et l'agriculture commerciale, c'est l'Europe, ce sont les États-Unis, et c'est une partie de l'Amérique du Sud, mais aussi de l'Australie. Alors, petit 1, une agriculture familiale vitale en évolution permanente. Alors, à travers l'exemple de l'Inde et ce que l'on a appelé la révolution verte, donc donner les caractéristiques de la révolution verte, vous faites pause et vous lisez ce texte ainsi que le commentaire de l'image ici de ces femmes. Donc, cette révolution verte, elle a été lancée entre 1965 et 1968 suite à la crise alimentaire. Alors, elle a permis de faire disparaître les dernières disettes. Elle était fondée sur l'expansion des variétés de semences à haut rendement, de l'irrigation et des engrais. Alors, le moteur, c'était des paysans qui disposaient d'assez de capital, mais aussi d'aide de l'État. Au final, de nos jours, même si on reconnaît qu'elle a permis de faire disparaître les disettes, maintenant les paysans sont pris dans un endettement et beaucoup se suicident. Et puis il y a aussi le problème des problèmes d'environnement écologique qui ont amené donc par l'usage forcené de l'engrais à des pollutions de la terre. Donc, une nouvelle révolution verte est attendue et cette fois-ci avec des vrais principes écologiques. Donc, au final, la révolution verte a permis à l'Asie et à l'Inde de se mettre à l'abri des famines grâce à l'augmentation de la production vivrière et aux politiques de stockage des céréales. La production ralentit, mais l'agriculture occupe encore plus de 50% de la population active. Toutes les régions ne profitent pas de cette modernisation, celle de la révolution verte, celle avec un potentiel à valoriser, celle en milieu difficile. On peut souligner qu'il existe des limites aux bienfaits de la révolution verte et des cultures pluviales, mauvaise gestion de l'électrification des eaux de pluie, irrigation inégale, inondations, plafonnement des rendements. Mais aussi diversification des cultures agricoles, tendance en Asie au profit de l'élevage volailles, fruits et légumes, poissons, fleurs, et projets de grands aménagements comme les barrages, développement du bio et coton. Petit 2. Des espaces ruraux qui s'adaptent à la mondialisation, échelle continentale et nationale. Donc là, il s'agit de l'Indonésie, qui est un pays émergent. Il fait figure parmi les plus grands producteurs et exportateurs agricoles mondiaux. Pourtant, 8% de ses habitants souffrent encore de sous-nutrition et les impacts sociaux et environnementaux de sa politique sont lourds. Alors, l'axe, c'est tout simplement donc les fronts pionniers. Vous pouvez voir que ces fronts pionniers, on les retrouve sur la totalité des îles. Vous voyez les avancées des fronts pionniers. Donc ça concerne toutes les îles de cette Indonésie. Donc ainsi, les espaces ruraux se partagent entre une agriculture commerciale intensive, les grandes exploitations modernes, et une agriculture familiale souvent extensive mais qui s'adapte aux besoins du marché mondial. Donc sur le café, le cacao, l'huile de palme, ce sont des exploitations qui se déplacent en fonction des contextes et des besoins mondiaux, avec notamment les fronts pionniers. Il y a aussi des changements réguliers avec la coexistence de plusieurs systèmes différents, des exploitations modernes intégrées à l'industrie agroalimentaire qui cohabitent avec des exploitations familiales tournées vers l'autoconsommation qui tentent de s'adapter aux circuits commerciaux et l'extension des fronts pionniers. L'Indonésie est donc un bon exemple de ces pays d'Asie, d'Amérique latine et plus récemment d'Afrique
où l'agriculture productiviste destinée au marché mondial est en expansion et cohabite avec une agriculture vivrière. Mais de plus en plus, l'extension d'espaces cultivés passe par l'accaparement des terres, ce qu'on appelle le land grabbing. En outre, le bilan est mitigé. L'agriculture productiviste a certes permis une meilleure sécurité alimentaire, mais elle est responsable de nombreuses crises environnementales, sociales et sanitaires. Pollution, destruction des écosystèmes, inégal accès à la terre. Petit 3. Des espaces ruraux fragiles qui s'affirment difficilement. Donc là, vous avez des exemples d'une famille de paysans au Pérou, donc sur la récolte de quinoa. Donc on parle d'espaces marginaux ou fragiles. Ce sont des zones qui présentent des caractéristiques jugées défavorables, c'est-à-dire ils ont une dynamique défavorable, éloignement de la ville, des transports, qualité moindre des sols, du climat, absence d'aide publique, absence de main-d'œuvre qualifiée, absence d'une modernisation et des techniques. Donc le document illustre ce que je